Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle on va parler des Lego qui serait apparemment un super investissement parce que, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais quasiment tous les médias, il y a maintenant quasiment un an, en tout cas il y a quelques mois, se sont mis à mettre en une que les Lego seraient un investissement plus rentable que l'or et même mieux que l'investissement en actions. Et quand je dis tous les médias, c'est vraiment tous les médias, ça va de BFM à CNews, des Échos à la Dépêche et même dans Courrier International ou dans Cosmopolitan. Et ça, c'est vrai que c'est la magie des journalistes. Parfois, ils font un copier-coller d'une dépêche qu'ils reçoivent. Et là, c'est exactement ce qu'ont fait tous les journalistes. Ils ne sont bien sûr pas allés creuser du tout le sujet. Ils n'ont pris aucun recul. En fait, tout part d'une étude de 2 chercheuses russes. D'ailleurs, une étude qui était plus ancienne que ça. Je ne sais pas pourquoi d'un seul coup c'est remonté. Elles ont dû faire un coup de pub, un coup marketing. 2 chercheuses donc qui ont utilisé les données du marché secondaire des Lego, alors notamment grâce à eBay ou bien à des sites comme BrickPicker. Avec toutes ces données, elles ont pu comparer la performance donc des Lego anciens par rapport aux actifs plus classiques comme les actions, les obligations ou bien l'or. D'ailleurs, c'est drôle parce que tous les articles parlaient de l'or, alors que dans l'étude, ils ne parlent pas d'or, ils comparent uniquement aux actions et aux obligations. Alors, quelques mots sur l'étude elle-même. Donc, nos chercheuses russes, elles ont utilisé les données des Lego depuis 1987, donc il y a quand même un bel historique. Elles ont créé 2 indices, le Lego Chain Index et le Lego Hedonic Index, mais bon, peu importe, au final, les performances de ces 2 indices sont presque les mêmes. Résultat, donc, sur la période 1987-2015, qui est la période de l'étude, l'actif avec la meilleure performance, c'est le CRSP. Alors, j'avoue que j'ai dû regarder ce que c'était, je ne connaissais pas cet indice. En fait, c'est le rendement de toutes les actions américaines. Donc, c'est à la fois celles qui sont cotées sur la bourse de New York, le NYSE, sur le Nasdaq et puis sur l'Amex. Et ensuite, en deuxième position, on retrouve les Lego. Enfin, un peu derrière, le S&P 500 et puis, bien sûr, les obligations d'État à 10 ans qui sont évidemment surclassées par les actions. Alors jusqu'ici, ça va. Honnêtement, c'est assez classique. J'ai pas grand-chose à dire. Alors, j'aurais aimé télécharger les données des Lego parce que, voilà, j'avais quelques doutes, mais bon, on va leur faire confiance. Alors, mon ordi-blog, j'arrive pas à télécharger ces données, peut-être parce que ça vient d'un site russe, je sais pas. Enfin bon, bref, voilà, on va partir du principe que l'étude est juste en termes de prix. Ce qui m'a dérangé ensuite, c'est la manière dont elles mettent en avant leurs résultats. Parce que bien que l'étude soit faite sur la période 87-2015, elles vont mettre en avant d'autres périodes, comme la période 2000-2015 ou bien 2007-2015, et par hasard, je ne sais pas si c'est un hasard, mais comme par hasard, c'est juste avant de grosses crises boursières avec des baisses d'environ 50%. Donc forcément, sur ces périodes, les actions, elles n'ont pas la même tête. Mais il faut avouer que si leurs données sont correctes, sur la période 87-2015, les Lego battent le S&P 500, même si, je vous l'ai dit, on peut trouver des indices qui battent les Lego. Mais c'est quand même assez fort, il faut avouer, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Pour revenir à cet effet de base, en fait, le fait que les chercheuses choisissent les périodes, bon, c'est quelque chose qui se fait. Moi, je trouve ça pas honnête du tout. Elles auraient dû rester sur la période 87-2015, mais bon, peu importe. Ça reste quelque chose qui est relativement standard. Ensuite, quelque chose qui me gêne, et pour moi c'est même une faute professionnelle, c'est que ces mêmes chercheuses, au moment de présenter leurs résultats, elles vont mettre en avant des résultats extrêmes, en fait, comme le fait que certaines séries de Lego, par exemple, ont fait plus 600%. Et ça, pour moi, c'est aberrant. Justement, quand on est chercheur, on essaie de donner vraiment des données factuelles et pas de sortir une anecdote du sujet. Imaginez si je vous disais, la bourse, c'est un bon investissement qui fait en moyenne 9% par an, mais sachez qu'il y a des sociétés qui ont fait plus de 3000% de performance depuis le début de l'année. Je pense que vous voyez le truc, ça brouille complètement le message. Mais en fait, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. J'ai effectivement ce petit bémol sur la présentation de l'étude, mais le point dont je veux parler ici, c'est pas du tout ça. C'est factuel, Les Lego d'occasion ont été un très bon investissement a posteriori. C'est vrai, j'ai pas du tout envie de me battre là-dessus. Mais ce que je voudrais vous rappeler, parce que je le vois tous les jours, c'est que c'est une fois de plus un cas de biais du survivant. C'est-à-dire qu'on prend ce qui a marché, bon là, sur cette période-là, les Lego ont très bien marché, on prend ça, on fait une étude dessus et on compare ça aux actions, aux obligations, etc. Mais en fait, c'est tellement trompeur. Parce qu'à l'époque, on n'en avait aucune idée. Ça aurait pu être les grille-pains vintage qui explosent, ou bien les DVD, ou je sais pas. À une époque, vous pouviez acheter des kilos de disques vinyles pour rien du tout. Puis aujourd'hui, ça revient. Mais à l'époque, sur les marchés où ça valait rien, à part quelques nostalgiques de la période vinyle, comme je le disais, ça se vendait pour 3 fois rien. Donc, à l'époque, qui pensait que les Lego allaient exploser ?
Pourquoi pas les Barbie ou les Playmobil? Parce que pour vous donner un point de comparaison, les Barbie, je veux dire, c'est quelque chose qui reste quand même emblématique, les Barbie les plus cotées, celles qui ont le plus augmenté sur la période 2005-2015, donc c'est pas du tout une moyenne des Barbie, c'est celles qui ont les Barbie collector qui ont le plus augmenté, donc déjà c'est pas n'importe quelle Barbie, ce sont les Barbie de 1959, elles ont gagné 6% par an, donc sur la période 2005-2015. Et même le premier Ken, qui date de 1961, si vous le trouvez dans sa boîte, impeccable, machin, etc., vous pouvez en avoir à moins de $100. Et même si vous ne voulez pas trop chercher, vous allez en trouver à $150. Même des Barbie mythiques de 1975 ne valent que $150. Et là, je vous parle vraiment de Barbie très spécifiques, pas la Barbie moyenne de 1975. Donc vous voyez, pourquoi les Lego? Qu'est-ce qui nous aurait fait dire il y a 10 ou 20 ans que c'était dans les Lego qu'il fallait investir? Alors, on peut se poser la question, pourquoi les Lego valent aussi cher? Il y a plusieurs raisons. La première raison, parce que ça reste un jeu d'offres et de demande, c'est la partie demande. Parce que oui, la demande pour les Lego est très forte, les Lego sont à la mode, il y a eu un gros retour en force des Lego. Est-ce que ça va durer dans le temps? Je ne sais pas, mais selon moi, on ne peut pas comparer une boîte de Lego des années 2000, par exemple, à une Rolex vintage. C'est pas quelque chose, c'est pas gravé dans le marbre que les Lego vont rester à la mode indéfiniment. Donc là, il y a une incertitude. Et puis j'ai parlé d'offres et de demandes, donc l'autre point c'est l'offre, donc la production de Lego. L'offre a complètement explosé, les ventes de Lego ont très très fortement augmenté ces dernières années. Et il y a un point très important qu'on oublie souvent dans cet aspect investissement dans de la collection, c'est qu'à mon époque, en tout cas, les Lego, on jouait avec, donc on perdait des pièces, on perdait la boîte, on les abîmait, même si les Lego, c'est quand même ultra solide. Donc abîmer, pas forcément, mais en tout cas perdu des pièces et perdre ou abîmer la boîte, c'est quand même c'était assez standard. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'époque, c'était inimaginable que des adultes se mettent à acheter des boîtes pour les collectionner. Donc retrouver un set complet avec la boîte en bon état qui a 20 ou 30 ans, c'est un exploit. Et forcément, les collectionneurs vont se battre pour avoir ces rares pièces qui sont à la fois complètes et puis dans une boîte en bon état. Mais aujourd'hui, ces mêmes collectionneurs, ils achètent des boîtes et ils ne les ouvrent pas en espérant pouvoir faire une culbute, la revendre dans X années à des collectionneurs comme eux. Un peu comme on voit historiquement depuis très longtemps avec les figurines Star Wars, dont la plupart ne servent pas à jouer, mais uniquement à être collectionnées encore sous plastique, sous blister, etc., pour que ça bouge pas. Donc je suis pas vraiment sûr que ce soit un bon plan, et même des acheteurs occasionnels comme moi qui vais acheter pour ma fille des Lego ou des Playmobil, etc., j'ai gardé l'habitude maintenant de garder les boîtes, alors que c'est quelque chose que j'aurais pas fait spécialement, qui se faisait beaucoup moins en tout cas auparavant. Je me souviens pas, mes parents gardaient les boîtes de tous les Playmobil ou Lego que j'avais. Donc si vous achetez des Lego neufs aujourd'hui pour avoir les mêmes rendements, c'est quand même dangereux parce que ça veut dire que déjà il faut que la demande reste aussi puissante, et puis comme beaucoup de monde est en train de faire la même chose du côté de l'offre, déjà il y a énormément de ventes, il y a toute une partie des gens qui vont garder pour le côté collection, donc c'est pas du tout sûr que la tendance se maintienne. Alors c'est vrai, la nostalgie c'est un levier qui est très très puissant, et parmi tous les jouets qui vont bientôt être offerts à Noël, il y en a une toute petite partie qui va devenir collector, ça c'est certain, parce qu'il y a des petites filles, des petits garçons qui, une fois adultes, vont vouloir racheter les jouets de leur enfance. Mais vous l'avez compris, le thème de cette émission, c'est pas investir dans les jouets, c'est un problème, pas du tout. Moi personnellement j'adore les Lego, j'aime beaucoup les jouets vintage, le problème, vous l'avez compris, c'est ce fameux biais du survivant. Quels jouets vont multiplier leur valeur ? C'est vraiment pas facile, et si je prends l'exemple des Lego, nous on sait déjà, je vous ai déjà expliqué que les Lego en termes de classe de jouets, c'était vraiment un super, même en termes de classe d'investissement, c'était vraiment un super plan. Mais comment est-ce que j'aurais pu savoir que les Lego Friends de 2012 allaient faire 38% par an par exemple, alors que les Lego Toy Story de 2010 n'allaient faire que 6% par an? Parce qu'on le voit, même au sein de la famille Lego, il y a d'énormes disparités. Et encore, ici, je ne veux même pas aborder les problèmes de stockage ou de liquidité, etc. Mais même si vous êtes convaincu par un certain type de jouet, ça reste quand même très très compliqué. Et j'avoue que personnellement, je me vois mal si à l'arrivée de ma retraite, devoir mettre en vente sur le bon coin des Lego pour devoir financer ma retraite ou acheter une voiture ou une maison, je ne sais pas. Alors si vous me suivez un petit peu, vous savez que je fuis tous les phénomènes de mode dans le milieu financier. J'ai envie de dire les phénomènes de mode dans l'ensemble, mais plus particulièrement dans le milieu financier, ça m'a fait économiser énormément d'argent, toutes les bulles, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de m'éloigner des phénomènes de mode. Et c'est vrai que notamment les phénomènes de mode, c'est très lié au biais du survivant.
Et le biais du survivant en bourse, j'ai l'impression que c'est un problème qui s'amplifie à chaque nouvelle génération. Avant, on se contentait de classes d'actifs qui avaient fait leurs preuves, avec en tête l'immobilier et la bourse. Et puis, à chaque nouvelle génération, j'ai l'impression qu'ils veulent plus de nouveautés et ils veulent gagner de plus en plus gros et de plus en plus vite. Et la méthode, c'est souvent de regarder ce qui a cartonné les 6 derniers mois ou la dernière année pour faire exactement la même chose, beaucoup plus. Alors je sais que vous qui m'écoutez, vous êtes un peu une exception. Vous regardez avec moi, on regarde ce qui a bien performé les 10, 20, 100 dernières années. Donc on n'est pas du tout dans ce mode-là et je pense que vous suivez un peu ma philosophie, enfin qu'on est un peu sur le même terrain là-dessus. Mais c'est vrai que c'est pas du tout la norme. La norme aujourd'hui, c'est plutôt d'acheter ce qui a marché très récemment. Et je pense que les cryptos, par exemple, même si ça m'intéresse intellectuellement, la blockchain et les cryptos, mais je pense qu'en termes d'outils d'investissement, ça a fait beaucoup de mal à toute la jeune génération. Parce que quand on a 8000 cryptos et qu'on parle que des rares projets qui ont fait x10, on est dans le biais du survivant à plein et ça nous incite à mettre gros, à mettre beaucoup d'euros dans une minuscule crypto pour espérer qu'elle fasse pareil, alors qu'il y a 7900 cryptos qui vont rien donner et quelques-unes qui sont sorties du lot, même si c'est une période un peu compliquée pour les cryptos en ce moment. Parce que ça fait mal à beaucoup de monde d'entendre ça, mais c'est la réalité. On ne devient pas riche en investissant. Si vous n'avez pas hérité, le meilleur moyen de devenir riche, ça reste de travailler dur, d'épargner beaucoup et enfin d'investir. Il y a 3 étapes à respecter et c'est pas en investissant un tout petit peu chaque mois qu'on va devenir indépendant financièrement rapidement. J'ai beaucoup de demandes sur ce sujet. D'ailleurs, bien que j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, la différence entre épargner et investir et pourquoi l'épargne, surtout au départ de sa carrière professionnelle, c'est très important d'épargner plutôt que d'investir, de faire un effort là-dessus et d'augmenter son revenu. Donc les 3 étapes sont très importantes. Et c'est vrai que si vous voulez éviter les 2 premières étapes qui sont donc travailler et épargner, vous avez besoin d'énormes rendements. Et si vous allez chercher ces énormes rendements, on va dire des rendements de plus de 20-30% par an, si vous cherchez des rendements de 100% par an ou plus, vous allez tomber en gros sur 2 types de stratégies. Ça, je peux vous le garantir. La première sur laquelle vous allez très vite tomber, ce sont les arnaques pures et simples. Tout simplement, vous allez mettre votre argent, on va vous proposer des rendements de fou et vous n'allez jamais revoir votre argent. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième type de stratégie, ce sont les stratégies extrêmement risquées, type ticket de loto, où vous allez pouvoir potentiellement multiplier vos gains, mais en fait, la probabilité que vous multipliez vos gains est très très faible. Et la très forte probabilité, dans 70, 80, 90% des cas, voire plus, c'est que vous perdiez quasiment tout votre argent. C'est les 2 types de produits que vous allez trouver si vous voulez. Donc ensuite, travail, épargne, investissement, les 3 sont importants. Pourquoi ? Parce que si vous avez un petit revenu par exemple, mais vous avez une bonne capacité d'épargne, mais malgré tout, même si vous arrivez à épargner 20, 30, 40% de votre revenu, s'il est petit, ça va rester petit. Donc le revenu, ça reste la base. Plus vous allez gagner gros, plus vous allez pouvoir épargner gros. Mais l'autre thème, le deuxième thème qui est l'épargne, c'est aussi super important parce que si vous avez des gros revenus, et je connais beaucoup de personnes qui ont des gros revenus mais qui claquent tout, alors vous n'allez pas devenir riche, évidemment. Vous avez un très bon train de vie, vous avez un très bel appartement, très belle maison, très belle voiture, etc. Mais quand vous regardez votre patrimoine net, il ne reste pas forcément grand-chose parce que vous avez peut-être des gros crédits, etc. Donc la partie épargne est très importante. Et si vous avez un gros revenu, que vous épargnez beaucoup, mais que tout est en livret A par exemple ou en fonds en euros qui vous font perdre de l'argent en réel puisque l'inflation est au-delà de leur taux de rendement, alors vous êtes pas mal, il ne faut pas exagérer non plus, mais en tout cas sur les années ça va commencer, on va commencer à avoir une grosse différence année après année, décennie après décennie entre ceux qui ont investi à 2% par an et ceux qui ont investi en moyenne à 6, 7, 8, 10, 12% par an. Donc on voit que les 3 étapes sont très importantes, augmenter ses revenus, épargner et investir. Pour revenir rapidement sur le biais du survivant, si vous faites un petit peu attention à ça, vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est un classique chez les influenceurs financiers, je suis sûr que je tombe dans le panneau aussi régulièrement, c'est de montrer des personnes, et d'ailleurs c'est clair que je suis tombé dedans, je suis en train d'y repenser au moment où je vous parle, oui je tombe forcément dedans, parfois quand je vous montre des traders qui ont eu des gros succès, quand bien sûr je vous parle de Warren Buffett, etc., qui est évidemment un survivant parmi tous les gens qui ont essayé de devenir riches en investissant, en étant uniquement investisseur, oui je suis sûr que je tombe dans le panneau. Après, moi j'essaye vraiment de faire attention, notamment en termes de classes d'actifs, à ne parler et ne présenter que des classes d'actifs qui ont vraiment un énorme track record, c'est pour ça que je
parle principalement que de bourse et d'immobilier. Et soyez attentifs à ce que les influenceurs finance vous montrent, parce qu'ils vont avoir tendance à vous montrer par exemple beaucoup de graphiques qui vont monter. Et ça, c'est le classique dans le trend following ou dans d'autres méthodes. On vous montre des actifs qui ont énormément monté. La question à se poser, c'était est-ce que c'était un actif que j'aurais pu potentiellement acheter à l'époque où c'était pas cher? Exactement comme on parlait des Lego tout à l'heure dans les années 90, 2000, 2010, est-ce qu'on aurait mis de l'argent, du vrai argent, notre épargne là-dessus? La réponse est très très probablement non, et c'est vrai que ce biais du survivant, c'est quelque chose de terrible. C'est un peu comme quand on vous montre un PDG qui sort pas d'une très grande école et on vous dit regardez, c'est possible. Oui, c'est possible, mais ça reste une exception. La grande majorité des gens ne font pas de grandes écoles, et pourtant la très grande majorité des PDG sortent des mêmes grandes écoles. Donc ça reste des probabilités, des statistiques, et c'est vrai que parfois l'anecdote sur les Lego, l'anecdote sur un PDG qui est parti de rien et qui n'a aucun diplôme, ça reste une anecdote. Après, les statistiques, la réalité, c'est complètement différente. Donc voilà pour cette belle histoire des Lego. C'est un beau storytelling, c'est une belle histoire à raconter. Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Et si vous pensez avoir déjà l'idée du jouet du futur qui va cartonner, mettez-le moi en commentaire. Et puis j'essaierai de l'acheter pour Noël, de le laisser dans sa belle boîte bien propre, à le mettre quelque part, de planquer dans mon grenier, et puis de plus y toucher. Je le revends dans 20 ans en faisant x20. Donc mettez-moi vos idées de super investissement dans des jouets. Je parle de jouets neufs, pas des jouets déjà vintage qu'on fait x10. Je veux des jouets neufs qui vont faire x10 ou x20 au cours des prochaines années. Mettez-moi ça en commentaire. Bien sûr, si vous m'écoutez en podcast, mettez-moi 5 étoiles si le podcast vous plaît. Bien sûr, s'il ne vous plaît pas, ne faites pas l'effort d'aller me mettre une étoile sur la plateforme, mais si ça vous plaît, c'est hyper important pour augmenter la visibilité, pour me motiver encore plus à faire ces podcasts, de noter sur la plateforme que vous utilisez. Voilà, merci encore pour tous vos supports, tous vos encouragements, et je vous dis à bientôt pour la prochaine émission.